Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui sur ce webinaire un peu d'urgence sur la réouverture du programme ESSOR. Il y a beaucoup de gens en participation à ce webinaire-ci dans différentes situations avec Hello Darwin, déjà clients, nous connaissent pas, un peu dans le milieu. Puis on veut justement vous informer sur la réouverture du programme ESSOR, quels sont ses critères, comment l'utiliser pour votre entreprise et quels sont les changements depuis la dernière itération du programme qu'il y avait l'année dernière. Avec moi, je suis chanceux d'avoir deux collègues super formidables. J'ai Francisco Diaz, qui est expert transfo numérique, qui vient nous parler un peu des projets qui vont rentrer dans le cadre du programme ESSOR. Puis on est joint par notre président et cofondateur. On est honoré par Francis Desrochers, qui vient aussi faire un peu le lien entre la transfo numérique et les subventions dans le programme ESSOR. Aujourd'hui, le but, c'est justement de vous donner de l'info concrète puis que vous puissiez comprendre et sortir d'ici avec une idée de qu'est-ce qui va s'appliquer à votre entreprise. Donc, on a un Q&A, il y a des questions que vous pouvez poser dans le chat du Zoom. On va s'assurer soit d'y répondre en live, soit d'y répondre à la fin, soit d'y répondre par chat. Donc, posez toutes les questions que vous avez. On veut s'assurer de répondre à ce que vous avez en tête. Sans plus tarder, l'ordre du jour, on veut vous présenter rapidement qui on est. On veut après ça embarquer directement dans le vif du sujet avec le programme ESSOR, sa réouverture. Il y a un volet 1, 2, 3 et 4. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est le volet 1 qui a des sous-volets A, B et C. Donc, on essaie de démystifier un peu tout ça puis de garder ça aussi simple que possible. Mais pour résumer, on parle du volet 1 du programme ESSOR, qui est le seul programme qui a des subventions dans le programme ESSOR. Puis, on va justement présenter les projets admissibles qui vont rentrer là-dedans et surtout des études de cas qui vont rentrer dans le volet A, le volet B et le volet C pour vous permettre de comprendre c'est quoi les critères du programme, mais aussi quels sont les projets qui peuvent s'y appliquer. C'est un bon plan de match? C'est parfait. Oui. On est parti. On est parti. Donc, qui sommes-nous? Hello Darwin. Vous nous connaissez déjà, probablement, peut-être un peu ou pas du tout. Pour faire court, on aide les entreprises, les PME québécoises à optimiser leur rendement à travers la planification, la sous-traitance et le financement de leurs projets d'entreprise. On a aidé plus de 15 000 entreprises depuis notre lancement. On est une entreprise montréalaise basée à Montréal depuis 2017. Puis notre but aujourd'hui, c'est justement de vous donner un peu plus d'infos et les outils sur les subventions pour démystifier tout le volet subventions et projets numériques des entreprises québécoises. Le programme ESSOR. C'est une grosse bête, ça fait plusieurs années qu'elle existe. Ça vient du bailleur de fonds Investissement Québec. Donc, c'est évidemment une subvention provinciale. Le programme ESSOR, comme je disais, il y a 4 volets différents. Donc, il y a le volet 1, le volet 2, le volet 3, le volet 4. Je vais décrire brièvement les 4 volets, mais comme je disais, on va parler du volet 1 aujourd'hui. Le volet 1, c'est donc les subventions qui viennent aider avec la transformation numérique puis faire des études pour votre entreprise. Le volet 2, c'est des prêts qui viennent aider à accroître la productivité et faire vraiment une croissance pour votre entreprise. Donc, on va souvent voir des projets d'agrandissement d'usines là-dedans. Le volet 3, c'est aussi des prêts pour améliorer l'empreinte éco-énergétique de votre entreprise. Et le volet 4, c'est pour vous aider à démarcher à l'international. Donc, volet 2, 3, 4, c'est des prêts. On veut vraiment plus parler du volet 1 aujourd'hui, qui a réouvert la semaine dernière. Ça, c'est donc 3 différents sous-volets de subventions. Pensez-vous que j'ai perdu tout le monde à date? Ou Moi, je pense que tu as super bien fait ça, Vincent. Un bon résumé. Petit point un peu par rapport à la situation, le contexte, si tu veux, de ESSOR. Je pense que c'est important quand même d'ajouter que c'est une subvention qui est ultra populaire au Québec. C'est probablement la subvention en transformation numérique au niveau provincial. On ne sait pas exactement c'est quoi les dates de fermeture. Ça va jusqu'à l'épuisement des fonds. Mais comme on a pu le voir dans les derniers gros programmes d'investissement à Québec, ça s'est terminé plus tôt que plus tard. Fait que je pense que c'est aussi pour ça que nous, on voulait prendre la balle au bon puis vraiment vous donner les indications le plus tôt possible. Fait qu'on s'est rendu compte par nous-mêmes via notre veille méthodique que le programme était réouvert. Puis c'est là, à ce moment-là, qu'on a mis beaucoup d'effectifs à mieux comprendre le programme. On a parlé à Investissement Québec. Je pense qu'on a vraiment fait bien nos devoirs pour être capable aujourd'hui de donner l'essentiel de ce qu'il faut pour appliquer puis débuter dans ce processus-là. Fait que les volets 2, 3 et 4 sont là, étaient là, évidemment, avant la semaine dernière. Je pense que ça peut être des volets intéressants à combiner avec le volet 1, mais comme l'a dit Vincent, c'est pas la priorité, du moins aujourd'hui, puis je pense pas que ce l'est non plus dans le cadre d'un projet de transfo numérique en général. Mais non, tu as super bien fait ça. Super. Je vais stresser, j'ai mon boss avec moi, je vais faire attention. Parfait. Donc, le programme ESSOR, volet 1, 2, 3, 4. On parle du volet A, B et C, mais surtout le volet B et C qui touche la transformation numérique. Donc, ça, justement, la transformation numérique, ça a différentes définitions. Selon ESSOR,
qu'est-ce que ça veut dire de la transfo numérique et voir surtout c'est quoi les projets admissibles et non admissibles dans ça. Donc, la transformation numérique pour Essor, ça va vraiment être l'implantation d'outils technologiques qui améliorent la productivité d'une entreprise, qui vient réduire les tâches manuelles avec peu de valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment des phrases clés à garder en tête, à savoir, est-ce que votre projet cadre avec le programme Essor? Et surtout, savoir qu'il ne souhaite pas subventionner des projets de commercialisation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un des projets admissibles qu'on va souvent voir, non admissibles, je veux dire, qu'on va souvent voir dans le programme Essor, que les gens aimeraient faire, c'est, on va dire, un projet de e-commerce. Un projet d'e-commerce, ça ne marcherait pas sur le programme Essor parce que c'est de la commercialisation, mais une façon que ça pourrait rentrer dans Essor, c'est si on parle plus du volet inventaire, on parle du volet back-end, puis plus des logiciels utilisés pour ça. De là, justement, de dire, on fait une migration de Shopify vers Magento, la portion e-commerce puis design web ne rentrera pas là-dedans, mais il y a quand même une grosse portion de données, de SKU qu'il faut migrer d'un logiciel à l'autre, des automatisations à faire. Donc ça va rentrer dans de l'implantation d'outils qui améliorent la productivité, mais encore là, on ne veut pas toucher à la commercialisation dans ce programme-là. Comment est-ce que Essor le décrit un peu eux-mêmes? C'est qu'ils ne veulent pas subventionner la commercialisation et aussi les projets de logiciels sur mesure. La raison étant qu'il y a beaucoup de subventions qui couvrent déjà ces dépenses-là. Donc, Essor veut vraiment se cadrer plus dans l'implantation d'outils technologiques existants. C'est un peu ça la logique. Puis après ça, justement, le logiciel sur mesure, puis des projets d'expansion, de commercialisation, il y a d'autres subventions temporelles qui vont sortir ici et là, qui peuvent s'appliquer à ça. Donc là, on parle vraiment plus un projet typique, on va dire ERP, CRM, logiciel d'inventaire ou une intégration d'outils qui vous rend plus efficace dans votre entreprise. C'est tout bon, je pense. Après ça, un projet de transformation numérique, c'est quoi un peu la répartition des coûts puis comment est-ce qu'on va s'y prendre? Je pense que ça, je préférerais laisser la balle à notre expert en la matière. Oui, effectivement, il faut toujours penser à l'introduction des coûts par rapport à un projet de transformation numérique. Statistiquement, 50% de projet va prendre de la place, c'est juste l'implantation, c'est le plus gros morceau. Au début, la planification aussi, toute la documentation pour préparer le projet, laisser chancer tous ces aspects-là. Et finalement, tout l'aspect formation des utilisateurs, ça va prendre 10%. Et à la fin, tout ce qui est frais de licence qui va varier dépendamment du modèle d'affaires de l'entreprise qui va fournir le logiciel. Ça pourrait être par abonnement, par mois, par transaction. Donc, ça peut varier aussi en termes de pourcentage. Je comprends. Oui, puis c'est ça. Ça varie tout le temps un peu, mais je pense que ça, c'est ce qu'on a observé dans les dernières années avec les projets déposés sur la plateforme, ceux qu'on a accompagnés, tout ça. Ça nous permet d'avoir un peu une bonne moyenne. C'est certain qu'on a vu des gens mettre 0% en planification. En général, on sait où est-ce que ça mène avec un projet de ERP. Mais c'est aussi ça que Essor nous disait dans la dernière discussion que j'avais avec eux autres, c'est qu'ils remarquent vraiment un changement de mentalité dans les entrepreneuses québécoises, de dire, tu sais, les projets de ERP, CRM, avant, on parlait à un vendeur de solutions, puis on partait avec parce qu'on trouvait la démo intéressante. Là, maintenant, il y a vraiment plus une méthodologie, je pense, qui a été créée sur vraiment planifier un projet, puis comprendre c'est quoi l'impact que ça a sur son entreprise sur le long terme. Effectivement. Je pense vraiment que c'est pour le mieux, là, ce changement de mentalité-là. Ultimement, puis là, je parle vraiment mon chapeau de propriétaire d'entreprise, ça peut être appealing ou en tout cas attirant d'une certaine manière de dire « OK, je vais acheter une solution, je vais mettre une carte de crédit, je vais payer une mensualité de Microsoft, de HubSpot, etc. » Ultimement, l'important, c'est que ta solution soit, oui, implantée, surtout par rapport à tes propres besoins, puis ultimement, utilisée par ton équipe. Il y a vraiment la gestion du changement là-dedans qu'on sous-estime presque à coup sûr. Puis je pense que de répartir des coûts d'une manière qui est beaucoup plus saine, où est-ce qu'on va mettre une grosse partie sur la mise en œuvre, mais aussi une grosse sur la planification, sur la formation, le training, tout ça, ben, c'est là que je pense que tu vas aller tirer le meilleur bénéfice de ton dollar investi après dans ton projet. La formation, c'est un gros morceau, en effet, parce que c'est ça. J'ai souvent sorti l'anecdote de notre projet de migration de CRM qu'on a fait il y a comme 1 ou 2 ans. Puis moi, je suis un très grand fan de ma routine, donc j'aime pas beaucoup, justement, changer. Puis j'étais un des grands réfractaires au changement, mais justement, tu sais, quand tu vois la planification qui t'aide à comprendre, bon, ça va te sauver du temps, ça va t'aider, ça va te sauver des tâches manuelles que t'as plus envie de faire. Donc, tu sais, en effet, il y a tout un... Il y en a à prendre avec des pincettes, des petits employés comme moi, là, donc ça se fait avec la bonne planif. Puis moi, je pourrais rajouter aussi en termes de formation, chaque employé a un niveau différent de connaissances ou d'acceptation de la technologie. Donc, ça peut soit raccourcir les temps ou peut-être prolonger les temps des formations. Et par défaut, mais tu peux
en faire augmenter tes coûts de formation oui, aussi. C'est comme si tu vas justement dans une firme d'avocats qui sont habitués de travailler depuis 30 ans juste en papier. Essayer de numériser un endroit comme ça où est-ce qu'on a des gens professionnels très experts dans leur milieu qu'ils sont habitués à leur fonctionnement puis ils sont bien là-dedans. C'est ça qui est difficile aussi à faire, mais après ça, quand on peut voir c'est quoi un peu qui arrive après le changement puis qu'on voit un peu le positif, déjà ça aide. Exact. OK, une petite tangente. Après ça, ce qu'on voulait faire, c'est surtout présenter un peu 2 études de cas différentes qui peuvent respectivement rentrer dans le programme ESSOR. Donc, c'est un peu de vous dire c'est quoi leurs problématiques, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi les projets, et après ça, passer à travers le volet A, B et C du programme ESSOR pour vous dire comment est-ce que ça peut cadrer l'un avec l'autre. Comme ça, vous pouvez voir un peu de concret. Après ça, il y a d'autres projets qui vont rentrer là-dedans, mais ça peut aider un peu à vous donner des idées de c'est quoi qui est possible. Donc, la première étude, c'est justement cette fameuse migration CRM-là. Francis, tu veux-tu nous en parler? Oui, parce que je pense que j'ai été vraiment impliqué là-dedans, évidemment. Fait que, tu sais, je pense que c'est une étude de cas super intéressante, qu'on parle à beaucoup de nos clients ou de nos futurs clients. Ultimement, tu sais, on avait une entreprise qui était super bien alignée au niveau de sa croissance. On avait des beaux processus, un bon product market fit, où est-ce qu'on était capable d'acquérir des clients, de les garder, etc. Mais là, vient le temps de passer à la prochaine étape. Puis c'est souvent ce que les entreprises qui vont bénéficier d'ESSOR vont être dans leur statut un peu soit de stagnation, du moins c'est quoi le prochain palier qui va faire passer mon entreprise au 2e niveau. Je pense que de notre côté, on n'avait pas une visibilité claire sur qu'est-ce qui était un centre de coût, un centre de profit. C'est quoi les activités qui étaient justement les plus intéressantes pour l'entreprise, lesquelles est-ce qu'on devrait arrêter ou au contraire persévérer, pousser davantage. Je pense qu'on avait aussi des enjeux qui venaient de notre stratégie omnicanale. Comment est-ce qu'on est capable de parler à différentes manières, à différentes personnes qui sont dans différents contextes d'une manière qui est ultra personnalisée, qui va ultimement pas juste... J'ai parlé un peu de l'augmentation de notre profitabilité avec un projet comme ça, mais je pense qu'il y a aussi une grosse partie qui vient de grossir la tarte, tout simplement. Quand tu es plus personnalisé, bien, ultimement, tu es capable de faire plus de choses au niveau scaling. Puis pour nous, ça a été énorme, les retombées qu'on a fini par faire. C'est définitivement, je vois vraiment un avant-après projet de transformation numérique chez Hello Darwin. Maintenant, j'ai l'impression que toute l'entreprise est très... data-driven, connaît ses chiffres. Nous, on est capable de savoir exactement c'est quoi nos centres de profit. On est capable d'avoir des états prévisionnels aussi. Fait que pas juste de regarder le passé, mais d'anticiper le futur. Puis de là, ça vient avec différentes intégrations. On a beaucoup consolidé notre suite de logiciels à l'intérieur de ça. En tout cas, j'ai bien hâte de vous en parler un peu plus en profondeur, mais définitivement un projet qui a beaucoup changé de choses. Ça me faisait peur au début, mais c'est vrai que juste positif. C'est ça. Il y a eu certaines personnes réticentes à un petit changement, mais au final, tout le monde est content de ça. Exactement. Donc ça, c'est comme un exemple d'une entreprise de service comme Hello Darwin. Il y a aussi d'autres exemples. Francisco, tu peux nous en parler plus. C'est une entreprise plus manufacturière. Oui, en fait, c'est un bon exemple. Je pense que la plupart des gens qui assistent au webinaire vont se sentir identifiés. C'est une entreprise, un fabricant, qui avait une production vraiment artisanale et avait beaucoup de traitements manuels de toutes les matières, en fait. Puis le processus de placement de tout était aussi manuel, fait que les opérateurs étaient souvent très fatigués. Et en termes de gestion de l'information, ben, il y avait plusieurs systèmes dans l'entreprise. Il y avait 5 ou 6 applications qui étaient connectées, mais il y avait des pertes d'informations. Au moment d'importer, exporter, que la facture, il manquait un champ d'information qui avait été configuré. Tu sais. Donc, c'était important pour faire un bon suivi de tout ce qui était la commande, une commande d'un client. Mais à un moment donné, quand le processus de facturation était lent aussi, parce que la facture, finalement, n'était pas terminée. Et bon, l'idée de l'entreprise, c'était plutôt, OK, je veux mieux intégrer toutes mes données. Comment je peux faire ça? Comment je peux tout connecter? Puis, il y avait une gestion des fournisseurs différents aussi, parce qu'il fallait que je parle avec Shopify, il fallait que je parle avec l'autre quand il y avait un bug. Parce que non, pour nous, tout marche bien. OK, je vais aller consulter l'autre. Après, fait que le client perdait énormément de temps à juste savoir pourquoi j'ai un bug, exactement. Pourquoi j'ai un manque d'informations. Donc, le projet était en tant que tel, comment je peux tout connecter, comment je peux m'assurer que tous ces échanges des données sont vraiment automatisés, réels, je ne manque absolument rien. Puis côté production, il avait besoin d'augmenter ses capacités parce qu'il y avait c'est un produit de niche, en fait. C'est un produit vraiment qui avait une haute demande. Puis il voulait développer les marchés à l'Ouest canadien et s'en aller vers les États-Unis. Donc, pour lui, il voulait, j'ai besoin de plus de production. Donc, il avait vu comme les deux volets. Côté production, j'ai besoin de ça, mais comment je gère l'information, mais c'était pour faire des meilleures analyses des ventes et puis créer toute la stratégie de marketing, en fait. Tu sais, je vois certains parallèles avec notre projet. Fait que c'est autant je vais me structurer à l'interne pour un peu plus savoir qu'est-ce que je fais, où est-ce que je m'en vais, puis
qu'est-ce qui fonctionne dans le passé, mais c'est aussi quand je vais croître, là, je vais avoir besoin de cette structure, de cette fondation-là pour m'aider à le faire. Fait que je pense que c'est deux projets qui sont dans des industries super différentes. Une fabrication, nous, on est vraiment dans le service, la technologie. Mais ultimement, c'est ça l'objectif de ces programmes-là, c'est de financer ce type de projet-là. Je fais un petit aparté. Je regarde, on a commencé il y a 14 minutes. On a déjà 35 commentaires, questions dans le chat. Fait que je vais, j'aimerais qu'on... Je pense qu'on aurait quasiment pu faire juste une ligne ouverte là, aujourd'hui. Fait que je pense que découlons, c'est quoi le programme? Il y a beaucoup de questions que je vois. Je suis assez convaincu qu'on va répondre dans les prochaines slides. Ça, c'est la mise en bouche, tout le monde. Là, on veut juste vous parler un peu de qu'est-ce qui est possible de faire, c'est quoi la transfo, tout ça. Là, on va dans le vif du sujet de SR, 1A, 1B, 1C. Puis je vais laisser la parole à Vince d'aller là-dedans. Exactement. Donc, on a 1B, 1A, 1B et 1C. Un volet transfo numérique, ça va plus être le volet B et C. Donc, le volet A, c'est vraiment des études de faisabilité. Donc, on va regarder ici des projets d'investissement majeurs d'entreprise. Donc, ça va souvent typiquement être une usine qui veut relocaliser ou agrandir son usine et qui se demande qu'est-ce qui va être le retour sur investissement de faire une action du genre. Donc, on va vraiment regarder plus, ça va être des subventions pour faire des études, amasser des données, faire des études de marché, études de faisabilité, toutes les études que vous pouvez penser qui pourraient mener à mettre en place ces projets d'investissement-là. Donc, c'est un programme qui ne s'applique pas au projet d'Hello Darwin, mais qui s'applique quand même très bien au projet de manufacturier de Francisco. Le volet 1A n'a aucune barrière à l'entrée en termes de revenus, de chiffre d'affaires. Il y a certaines industries qui sont exclues, par exemple, dans le milieu de l'agriculture et tout ça. Donc, ça, c'est à prendre en compte par rapport à ces projets-là, parce qu'il y a d'autres programmes qui s'appliquent dans ces industries-là, normalement. Et après ça, le volet 1A, donc, peut-être tu pourrais nous donner un peu d'exemples de comment est-ce que ça s'applique, mais ça va plus être pour des projets, justement, d'investissement majeur d'entreprise. L'autre côté. Oui, en fait, quand tu parles de tout ce qui est études de faisabilité, mais dans ces cas-ci, le propriétaire voulait avoir une idée de combien ça pourrait m'écouter, mais quelles sont les variables techniques, non techniques que j'aurais considérées pour ces deux grosses problématiques qui existaient. Non? Donc, idéalement, ce qu'on a fait, OK, on va séparer les deux volets. On va travailler l'aspect gestion des espaces physiques. Il avait prévu déménager pour augmenter ses capacités. Donc, tous les processus de fabrication allaient être dans une autre succursale. Fait qu'il a fallu qu'on modélise un peu avec un outil AutoCAD, de regarder les espaces physiques. Il y avait certaines machineries qu'elle allait garder. Il y en a d'autres qui s'en venaient. Fait qu'il fallait bien distribuer les espaces. Donc, ça, c'est le premier type d'analyse qu'on a réalisé. Puis, il y avait un autre, l'aspect gestion de l'information. C'est, OK, j'ai toutes mes applications, comment sont interconnectées, qu'est-ce que je pourrais faire, quels sont les connecteurs nécessaires, quels sont les champs d'information que je peux toucher, je peux pas toucher. Est-ce que j'ai besoin d'un expert pour chacun pour faire un audit de tout ce qui était les back-ends? Fait que finalement, on a fait ça, on a fait la représentation visuelle de tout l'écosystème numérique de l'entreprise. On a regardé exactement les problématiques qu'il y avait entre chacune des solutions. Puis, on a créé une espèce d'étude technique avec les différentes technologies nécessaires aux connecteurs ou au type de script qu'il devrait toucher. Et pour l'aspect déménagement, bien sûr, ce qu'on a fait, on a travaillé sur AutoCAD, on a créé plusieurs scénarios et on présentait toujours plusieurs scénarios pour dire voici celui le plus avantageux, le moins avantageux, pourquoi. Et aussi le flux qui allait fonctionner entre les deux succursales. Parce qu'il y avait un qui était la matière première, l'autre la production, l'autre c'était l'entreposage. Donc, idéalement, c'est ce qu'on savait. Puis avec la machinerie qui s'en venait, mais il fallait bien distribuer les espaces en termes d'utilisation. Puis il pourrait y avoir aussi des changements en termes d'installation électrique, par exemple. Une machinerie qui demande un voltage plus élevé. Donc, il fallait travailler avec toutes ces variables-là. Puis c'est ça, on parle de tout ce qui est les changements au volet logistique, productivité des usines manufacturières. Puis c'est quoi les changements d'investissement majeurs qu'on peut faire. Quand on parle du volet numérique, je pense que c'est pas le volet numérique qu'on est habitué d'entendre, c'est plus le volet numérique robotisation. Justement, est-ce qu'on peut robotiser différents aspects de notre production pour éviter des tâches manuelles? Ça va plus rentrer dans le volet 1A, justement, versus d'autres volets numériques comme CRM, ERP, inventaire, qui ça rentrerait plus dans le B et C. Donc ça, c'est particulier un peu le 1A, mais ça va beaucoup toucher les entreprises manufacturières qui ont des grosses chaînes de production, qui veulent faire des agrandissements, ou sinon des entreprises qui veulent faire de l'expansion ou ouvrir un nouvel emplacement à l'extérieur du Québec. On parlait tout à l'heure de l'aspect modélisation plutôt. Exact. Ça fait une idée de
si mon projet est faisable. Est-ce que c'est faisable? Ouais, c'est vraiment, tu sais, c'est un débroussaillage de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui va m'amener peut-être une idée de valeur. Tu sais, on est vraiment haut dans l'entonnoir, tu sais, on est vraiment dans l'idée de la faisabilité. Le B, on est vraiment plus à analyser concrètement quel type de solution, comment est-ce que je le ferai. Puis le C, on est vraiment à l'exécution, comment est-ce que je vais l'avoir en place, implanter, utiliser par mon équipe. Exactement. Donc, le volet 1B, ça c'est plus... là, on rentre dans le sujet. Là, on va répondre à des questions, je pense. Donc, le volet 1B, c'est le volet qui est là pour faire la planification de votre projet de transformation numérique. Donc, on regarde vraiment ici des audits numériques, faire vraiment des plans d'exécution, voir un peu c'est quoi les différentes technologies qui pourraient améliorer le retour sur investissement de votre entreprise, sélectionner ces dites technologies-là, faire un cahier de charges et sélectionner le partenaire avec qui mettre ça en place. C'est un peu tout ça qui est inclus dans le volet 1B. Donc, c'est une enveloppe budgétaire de subvention de 20 000 qui va couvrir 50 % du projet. Donc, on sous-entend un 40 000 de facture qui est subventionné de 20 000 ou 50 % du montant total. Puis c'est vraiment les consultants externes qui sont subventionnés à ce moment-là. Donc, on parle vraiment des dépenses qui sont faites pour un audit avec des partenaires externes. Là, après ça, le volet 1B, contrairement au volet 1A, il n'y a aucun critère restrictif par rapport aux industries. On parle vraiment de toutes les industries qui sont accessibles, OBL, organismes à but lucratif, et aussi entreprises d'économie sociale. Puis c'est là justement qu'ils vont ils ont changé ce critère-là, puis ça c'est un des changements par rapport à l'année dernière. Avant, tout le monde pouvait y accéder et les gens en dessous de 2,5 millions avaient juste un plus bas taux de subvention. Maintenant, malheureusement, ils ont bloqué l'accès à la subvention du volet B et C aux entreprises en bas de 2,5 millions de chiffre d'affaires. Donc, pour accéder à cette subvention-là, il faut faire 2,5 millions de chiffre d'affaires et plus et avoir moins que 250 employés. Donc, c'est pour justement ce genre de braquette d'entreprise-là qui est encore, en effet, pas dans la grande entreprise et tout ça, mais qui a besoin de se structurer pour le nouveau développement. Donc, on regarde justement les entreprises de 2,5 millions de chiffre d'affaires et plus, moins que 250 employés, de n'importe quelle industrie. Donc, ça, c'est un peu ça qui va pouvoir s'appliquer. Donc, le volet 1B va nous aider un peu à planifier le projet, voir qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire, combien de temps que ça va prendre, quel est le budget, avec qui est-ce qu'on le fait. Vraiment répondre à toutes les questions qui peuvent venir avant une transformation numérique. Vincent, je vais intervenir, je vais te poser quelques questions parce que là, je vois la pile augmenter. Puis je pense qu'il y en a qui sont vraiment sujettes à être répondues tout de suite. Pouvons-nous aller directement au volet 1C sans passer par une mise à jour du volet 1B? Bonne question. Ça, c'est un des autres changements du volet SR cette année. Maintenant, on ne peut plus aller directement au volet 1C. Il faut faire le plan du volet 1B pour accéder au volet 1C. Après ça, s'il y a déjà de la job qui a été faite de votre côté pour démystifier c'est quoi les logiciels qui sont utiles, c'est quoi que vous avez besoin de faire, tout ça, le travail va être plus simple. Ça ne sera pas besoin d'être un 40 000 de dépenses si on sait déjà quel ERP on veut, puis tout ça. Mais on a quand même besoin de faire un plan numérique, puis justement un cahier des charges, puis un plan d'exécution qui va correspondre aux exigences du volet 1B. Donc, on doit passer à travers le volet B, mais après ça, ce qu'on a fait n'est pas nécessairement perdu. Exact. Je pense que l'optique, c'est de réutiliser des acquis qui ont déjà été développés, investis. Puis après, il y a différentes manières de s'arranger avec votre fournisseur. Nous, c'est sûr qu'on a des stratégies pour nos clients qui ont déjà fait affaire avec nous, par exemple, pour quelque chose qu'on veut réutiliser. Une autre question, tu l'as peut-être reçue, ou en tout cas, je sais que je la reçois souvent. Si j'ai fait le volet 1B il y a 1 an, est-ce que je peux appliquer Bon, c'est ça. Si j'ai fait le volet 1B il y a 1 an, est-ce que je peux appliquer au volet 1C maintenant? La réponse est oui. Donc, ils vont accepter n'importe quel plan du volet 1B que vous avez exécuté il y a 24 mois ou moins. Parce que, justement, ils vont dire que c'est plus à jour après 24 mois. En termes de technologie d'entreprise, je pense que je peux comprendre un peu. Donc, ils vont vraiment accepter les volets 1B qui ont été faits par le passé. Après ça, si vous avez fait un programme comme le PCAN ou autre qui fait des plans numériques, ça ne sera pas éligible, mais encore là, c'est du travail qui n'est pas perdu parce qu'on peut utiliser ces apprentissages-là pour faire le volet 1B de manière plus simple et efficace. Parfait, je vais en prendre une moi-même. Offrez-vous de l'accompagnement pour identifier les parties d'un projet qui peuvent être admissibles pour cette subvention, préparer notre demande? Chez Hello Darwin, on a 2 spécialités. La première, c'est la transformation numérique. La deuxième, c'est les subventions. Là, pour nous, on baigne dans quelque chose qu'on connaît super bien. Là. C'est un mix des deux à 100%. Fait que oui et oui. Là. Autant planifier votre projet, être capable de vous dire qu'est-ce qui serait subventionnable. Fait que autant la stratégie numérique
du mandat, mais surtout comment est-ce qu'on va le financer. Puis là, on parle d'essor aujourd'hui, mais il y en existe d'autres aussi qu'on est capable d'aller combiner tout ça. Fait que on est assez créatif, puis on nage très bien là-dedans. Fait que je dirais oui pour les deux. C'est ça. Puis en effet, il y a 1700 subventions disponibles au fédéral, provincial, municipal en ce moment dans nos bases de données. Donc, il y en a plein. Il y a plenty of fish in the sea. Là, c'est certain que justement, la planification des dépenses, je pense que c'est une des services ou des valeurs ajoutées qu'on a qui est le plus apprécié de nos clients parce que justement, on avait un client l'autre jour, ils ont un projet d'amélioration de leur usine de transformation alimentaire, intégration CRM, ERP. Ils veulent savoir comment financer le projet, comment planifier leurs dépenses de la bonne façon. Ben là, on réalise que peut-être, ils voulaient complètement externaliser le projet, mais on réalise qu'il y a peut-être des subventions qui peuvent subventionner des salaires à l'interne qui peuvent aussi accomplir ça. Donc, on regarde que peut-être que une entreprise va nous dire ça, c'est la planification que j'avais en tête. Nous, on va dire pour cette planification-là, il y a telle subvention disponible. Mais c'est aussi de dire, mais si vous ajustez votre projet de telle ou telle façon, vous avez accès à toutes ces autres subventions-là. Donc, c'est ça, de donner toutes les cartes, toutes les informations aux entrepreneurs québécois. Comme ça, ils peuvent vraiment faire la décision la plus éclairée puis qui fit le plus avec eux autres. Oui, 100%. J'ai deux ou trois questions là, qui touchent ce thème-là. Disons que j'ai déjà entamé un projet où j'ai déjà mis, mettons, en place un logiciel de gestion, un PGI, là, un ERP. Mais là, j'ai une version 2 ou un update que je veux faire. Comment est-ce que je peux utiliser les subventions SR? Est-ce que c'est possible? Puis si oui, ça serait quel volet par où débuter? Dans le fond, pour le volet SR, ils veulent pas de l'optimisation ou une mise à jour. Ils veulent vraiment qu'on implante un nouvel outil qui améliore votre productivité. Donc, si vous changez d'un outil à un autre, ça va rentrer là-dedans. Si vous avez un outil qui fait une responsabilité particulière dans votre entreprise et que vous en intégrez un autre qui répond à un autre besoin, ça fonctionne. Mais si on parle de justement, j'ai HubSpot, j'ai un CRM et je veux mieux le paramétrer, ça, SR va pas subventionner ces dépenses-là dans cette nouvelle itération du programme. Par exemple, il y a d'autres subventions qui sont disponibles pour ça, puis c'est un peu souvent ça qu'on apprend avec SR. Quand ils ne subventionnent pas, c'est parce qu'il y en a d'autres de disponibles. Effectivement. Puis je pense que ça, c'est déjà, mettons, il y a des crédits d'impôt qui sont comme Evergreen, qui sont toujours là-dedans. Je ramène un peu à qu'est-ce qu'on fait, nous, mais ça va vraiment être de regarder. Là, SR, super intéressant. On fait un webinaire 100% aligné là-dessus. Mais je dirais, si vous avez déjà des contacts avec une personne chez nous, écrivez-lui pour votre projet en transformation numérique, puis on va regarder les autres incitatifs financiers qui existent pour ça. Parce que c'est très, 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 très rare qu'on va faire un projet de transformation numérique et seulement demander une subvention. Ouais. Parce qu'il y a justement, comme on a regardé avec la planification des dépenses, il y a la formation, il y a la mise en œuvre, il y a la planification. Puis encore là, il y a toutes ces dépenses-là à l'interne. Il y a les dépenses internes aussi. Donc, il y a plein de différentes dépenses qui peuvent être subventionnées par différents programmes. Donc là, c'est plus une game de matcher ça ensemble puis de voir lesquels ça s'y applique le plus. Vincent, on répond à des questions, mais il y en a de plus en plus. Fait que je t'en pose quelques autres. OBNL. Oui. OSBL, qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment est-ce qu'on peut appliquer? Ils vont accepter les entreprises OBNL d'économie sociale seulement. Donc, il faut générer la majorité de son revenu, ou en tout cas la moitié de son revenu de manière autonome pour être une entreprise d'économie sociale. Donc, c'est seulement celles-là qui vont être appliquées, qui vont être éligibles au programme SR. Encore là, s'ils ne subventionnent pas pour votre entreprise, c'est sûrement parce qu'il y en a une autre. Donc, ça vaut la peine de creuser aussi. De creuser davantage pour d'autres programmes, c'est ça. Tu veux dire? Oui, exact. Parfait. OK, on va continuer. J'ai peur. On va continuer, mais... Je vais essayer de répondre à toutes. J'espère que je vous donne toutes les réponses. Et qu'on vous donne toutes. Ça se passe bien, Vincent. Alors. Génial. Donc, le volet 1B, je récapitule, c'est vraiment un programme qui fait la planification de votre projet numérique, qui fait l'évaluation de c'est quoi les différentes technologies qui devraient être le plus appropriées, la sélection du partenaire et le plan de match pour l'exécuter. Donc, dans notre exemple qu'on avait tantôt, là, je reviens un peu à ça, le volet de Hello Darwin, les livrables obtenus. Francis, veux-tu nous en parler un peu? Oui. Il est perdu dans les questions. Oui, je me suis fait bombarder. Ben, OK, le cahier de charge, qu'est-ce que c'est versus un plan, tout ça? Pour moi, là, la manière que je vais décrire un cahier de charge, c'est vraiment un document technique. Puis Francisco, tu me compléteras si jamais je me trompe là-dessus. Mais essentiellement, c'est un document que tu es capable de donner à ton fournisseur de services qui va autant parler de c'est quoi les attentes du projet, fait que la définition du succès. Vous en avez peut-être déjà fait des projets de transformation numérique, mais des fois, c'est difficile de voir de où ça part et surtout de où est-ce que ça se termine. Puis pourtant, c'est quelque chose qui est un travail de réflexion à faire en amont au projet. Parce que là, il faut que tu définisses, OK, c'est quoi le succès là, dans ce projet-là? Quand est-ce que je suis satisfait de ma solution? Je regarde encore le logiciel qu'on a, notre CRM, notre intégration de logiciel, on est toujours en train de travailler là-dessus. Puis je pense que c'est pour le mieux, mais on a été capable de
placer, de boxer différentes phases là-dedans. C'est vraiment ça qui est important de faire au départ parce que là, tu sais plus quand est-ce s'arrêter, quand est-ce que tu fais la migration de tes données précédentes, quand est-ce que ton équipe commence à l'utiliser peut-être en parallèle avec ton ancien logiciel. Fait que je pense que pour nous, ça a vraiment été ça. Mais ça l'a aussi été de creuser sur c'est quoi les valeurs ajoutées de cette transformation-là? C'est quoi les premières activités qu'on veut numériser puis optimiser parce que c'est celles qu'on a calculées qui nous donnaient le plus d'ROI. C'est pas simple à faire, ça a l'air super évident, là, mais de vraiment calculer c'est quoi qui va avoir le plus d'impact sur la business quand je vais changer, mettons, ma gestion de courriel ou ma segmentation de contacts ou mes opérations à l'interne, ma facturation. Chaque entreprise a des défis qui lui sont propres. Puis je pense que de vraiment commencer par regarder c'est quoi l'audit, les forces, les faiblesses. On se sent un peu comme à l'école au départ, mais à un moment donné, on réalise que c'est une bible, cette chose-là qu'on va réutiliser dans le temps pour autant donner à des nouveaux fournisseurs que pour se positionner nous-mêmes sur nos forces, nos faiblesses. Ça a été ça les livrables. Ultimement, ben après, c'est que tu as un peu une assurance. Il y a beaucoup de paix d'esprit là-dedans qui vient dans le « OK, je sais où je m'en vais, puis je suis capable de mettre la pression sur la personne qui va implanter la solution après parce que moi, j'ai fait mes devoirs d'avance. » Exact. T'sais, on parle avec beaucoup de fournisseurs des services qui font de l'implantation de logiciels, puis ils sont comme « Les clients sont pas cadrés, ils veulent tout ou rien. » Là, quand tu arrives comme ça, tu sets de ton au niveau de ton sérieux, tu es capable de toi-même leader la discussion, puis le travail avec ton fournisseur de services. Puis ultimement, les fournisseurs veulent ça, ils veulent que le client y ait réfléchi. Les fournisseurs n'ont pas à recevoir la pression stratégique de l'entreprise. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est ultra nécessaire. Puis nous, on a capitalisé là-dessus à fond parce que maintenant, on y fait encore référence. Ça a vraiment dicté le travail. Au final, on n'a pas eu de retard sur notre projet. Puis on n'a pas de dépassement de coûts, ce qui est super... Ce qui n'est pas de retard, c'est être en avance dans ces projets-là. C'est comme le milieu de la construction, là, le milieu de la transfo numérique. Là. Ça peut être très, très, très compliqué. Puis ça peut être, tant qu'à y être, on fait ci, tant qu'à y être, on fait ça. Puis comme tu dis, c'est ça, je pense, le cahier de charge, ça aide à protéger les deux parties même. Tu sais, c'est vraiment de dire, nous, nos attentes de votre agence, c'est ça. Est-ce que vous êtes capable de le livrer? Déjà, ils vont pouvoir vous le dire s'ils peuvent pas. Parce que des fois, ça va arriver. J'ai des clients, tu sais, ils présentaient le projet aux fournisseurs de manière individuelle, on n'était pas reliés là-dedans. Puis de ce que je comprends, c'est que les attentes de l'un et de l'autre par rapport à l'intégration d'un ERP n'étaient pas les mêmes. Il y en avait un qui pensait qu'il allait avoir du AI là-dedans, l'autre se disait qu'il faisait juste le paramétrer, puis 2-3 automatisations de courriel et c'est tout. Donc, c'est important pour juste s'assurer qu'on ait une entente entre deux parties qui mène, qui porte fruit. C'est sûr qu'il faut avoir un peu la quantification de c'est quoi le succès, en effet. Puis c'est difficile, en effet, avec des ERP, avec des logiciels de gestion, mais ça fait vraiment un monde de différence par la suite. Parce que le nombre de fois que on a eu des gens qui nous ont approchés après un projet, puis on dit, il y a 1 an et demi, j'ai signé une entente de 100 000 pour un ERP. Puis là, j'ai fini de payer le 100 000, puis le fournisseur m'a dit, je dois payer 100 000 de plus parce que c'est pas fini. T'sais. Donc là, c'est juste un manque de scope du projet, c'est un manque de planification, puis là, ça revient dans le dos à tout le monde. T'sais. 100%. Donc, ça, c'est le volet Hello Darwin. Après ça, le volet B, donc encore les cahiers de charges de planification. Ça, c'était pour une entreprise de service. Pour une entreprise manufacturière, à quoi est-ce que ça ressemble? Moi, je vais renforcer le message, non? L'expérience qu'a vécu Francis, puis toi aussi dans les projets de Lord Darwin. Ce qui est l'importance de cahier de charges, c'est aussi une façon de traduire, c'est de parler le même langage. Ouais. Quand j'ai un besoin comme utilisateur, comme client, mais je sais pas comment l'expliquer d'une façon technique. Puis l'autre côté, l'intégrateur, il parle trop technique, mais quand il va l'expliquer, je peux pas le comprendre. Donc, les cahiers de charges vont permettre de faire ces liens entre les deux interlocuteur, en fait. Puis, c'est une traduction. C'est mes besoins, comment je les transforme en question technique. Mais en même temps, comme utilisateur, tu sais jamais qu'est-ce qui existe sur les marchés. Fait que là, l'intégrateur va te donner un peu, OK, tu veux faire ça, mais tu l'écris sur un cahier de charge qui est une référence contractuelle aussi. C'est au moment de présenter une soumission, ça donne une meilleure idée de l'envergure du projet, de la complexité. Donc, ça permet de faire une soumission aussi plus réaliste. OK? Donc, on va pas mettre trop, on peut mettre beaucoup, on peut mettre plus, on peut mettre moins. Donc, c'est un échange et une collaboration qui s'établit entre les deux parties, qui est vraiment importante pour la réussite d'un projet d'implantation. Donc, je vais revenir un peu l'aspect audit numérique. Cette entreprise a réalisé un audit numérique pour mieux creuser dans tout ce qui était processus. Je voulais regarder plus sur le fonctionnement de chacune des solutions, comment elles fonctionnent, mais en gérant chaque type de processus d'affaires. En regardant aussi que j'ai vu une commande, comment elle s'est promenée dans le système, dans les différents systèmes. Donc, je peux aussi regarder qu'il y avait des lacunes en termes d'utilisation. C'est pas simplement la faute logicielle comme était configurée avec des problèmes de formation. Donc, on a créé une cartographie.
On a aussi créé une cartographie pour exactement avoir une visuelle de flux, l'échange d'informations, l'échange des matières en termes de la production. Puis c'est à partir avec ces informations-là, c'est qu'on a pu créer un cahier de charges aussi plus réaliste, plus qui va refléter la situation de l'entreprise, puis qui va exprimer aussi les vrais besoins techniques et non techniques pour réaliser une implantation réussie. 100%. Puis je trouve ça intéressant un peu parce que je regarde notre projet versus ce type de projet-là. C'est deux réalités différentes. Hein? C'est définitivement deux projets qui sont différents. C'est ça la force un peu d'utiliser un programme comme ça. Ultimement, c'est pour ça que c'est le programme. Quand je disais la subvention en transformation numérique est tellement malléable. Tu peux autant faire de la carte de processus, tu peux faire un plan de formation là-dedans, ou tu peux faire un cahier de charge, un appel d'offres, un comparatif de solutions. Fait que c'est genre, en tout cas, c'est vraiment excitant ça. Mais génial. J'ai beaucoup de questions qui sont rajoutées, mais je propose qu'on aille au 1C. Ouais. Faisons le 1C. Puis après, j'en ai quand même beaucoup là, par la suite. Ça va être vraiment intéressant. Juste pour vous dire à peu près où est-ce qu'on est, tout le monde. On va faire le 1C. Après ça, on vous montre à peu près là, le breakdown des coûts ultimement quand tu vas utiliser un ou deux de ces volets-là. Puis finalement, on a une bonne période de questions. Comment est-ce qu'on peut faire les suites, la prochaine étape, tout ça. Mais on est à plus que le 3/4 en ce moment. Accrochez-vous, on va l'avoir. Puis on aura une séance de questions aussi à la fin pour s'assurer de répondre. Oui, s'il vous plaît. Donc, le volet Essor, programme Essor, volet 1C. On y arrive. Ça, c'est un des volets qui est justement le plus prisé par les entreprises parce qu'on parle vraiment de l'exécution. Ça, c'est ça que les entrepreneuses veulent. Ils veulent que ça déniaise. Ils veulent qu'on exécute quelque chose. Le volet 1C, c'est exactement ça. Donc, le programme, encore une fois, les critères d'admissibilité, là, c'est d'avoir 2,5 millions de chiffre d'affaires, moins de 250 employés, et d'avoir un plan numérique du volet 1B. Donc, il faut compléter le volet 1B pour appliquer au volet 1C, encore une fois. Le volet 1C, c'est justement pour l'implantation d'outils technologiques qui améliorent votre productivité. Donc, c'est vraiment des dépenses de consultantes externes seulement qui sont acceptées. Encore une fois, si ça ne le subventionne pas, il y a sûrement d'autres subventions qui couvrent les dépenses internes. Mais pour ce qui est des dépenses externes, là, on parle vraiment d'un 50 000 en subvention par projet qui va être subventionné par Essor, qui vient couvrir 50 % du projet. Donc, une facture de 100 000 50 % de subventionné. C'est à peu près ça un peu le calcul. Après ça, on peut soumettre plusieurs projets au programme Essor. Là, des projets, il faut qu'on parle de des projets différents. On peut pas dire j'intègre mon CRM HubSpot, puis dans 2-3 mois, je vais intégrer une autre partie à HubSpot. On veut vraiment avoir des projets différents. Un exemple que j'avais, c'était justement, on va intégrer un ERP pour améliorer notre productivité puis notre chaîne de production dans une usine manufacturière, mais on va aussi intégrer un outil de ticketing et de chat en ligne pour gérer le service client, puis justement, aider, enlever ces tâches manuelles-là. Ça, c'est deux projets totalement différents. Ça rentre parfaitement dans le programme Essor. Donc, quand vous avez un projet qui dépasse les montants qui sont subventionnables par Essor, c'est là qu'on va essayer de le diviser en projets lorsque c'est faisable. Faut juste que ce soit des vrais projets. Exact. Forcer des projets. Je veux dire, Investissement Québec, c'est plus petit, évidemment, que l'ISDE, tout ça. Tu veux bien faire les choses en bonne et due forme au niveau de tes processus. Fait que, puis à la fin de la journée, c'est des humains qui regardent ça 100%. Aussi. C'est vous et moi. Puis si nous, on est capable de voir c'est quoi la petite passe-passe qu'on essaie de faire puis de faire passer du marketing là-dedans, les gens, ils vont le voir. Ça se voit assez rapidement. Donc, on veut vraiment qu'il y ait des projets qui améliorent la productivité de l'entreprise. C'est eux, ils ont à cœur d'aider la productivité des entreprises québécoises. Donc, ils veulent s'assurer qu'on ait un projet qui rentre là-dedans. Et encore là, même plus loin que ça, je dirais que même si vous avez un projet qui améliore votre productivité, c'est possible de vous faire refuser si vous le présentez mal. Justement, le projet on migre d'un e-commerce inventaire Shopify à Magento, ça pourrait facilement être refusé par Investissement Québec si on le présente de la mauvaise façon. Puis il y a même beaucoup d'autres projets dans le même genre, justement, le service de clavardage en ligne, quand j'en parlais à Essor, il disait oui, ça peut rentrer là-dedans, mais il faut vraiment bien le présenter. Puis encore là, ce qu'elle disait, c'était quand même intéressant, c'est on a tout un peu l'habitude, quand on regarde le guide d'un demandeur, d'aller directement sur les montants. On cherche les chiffres, on cherche les pourcentages, on veut savoir combien que ça finance, c'est quoi les dépenses admissibles, mais les lignes les plus importantes, c'est les premières, c'est le contexte du programme, c'est l'objectif du programme. C'est vraiment, eux, c'est là-dessus qu'ils se basent pour faire l'acceptation, puis c'est quoi les critères de sélection de ça. Donc, c'est vraiment important d'en prendre connaissance puis de garder ça en tête quand on va appliquer par la suite. Donc ça, je dirais que c'est un des gros morceaux. C'est oui, si on veut des vrais projets qui visent la productivité et qui sont bien présentés. Donc, mettez-vous sur votre 31 parce que ça va quand même être important. Après ça, on est tout le temps en mesure de présenter le projet de la bonne façon quand on accompagne nos clients là-dedans, mais c'est important de garder ça en tête.
Ouais, c'est clair. Selon moi, c'est un peu à ça aussi qu'on sert, tu sais. C'est dans ce type de processus-là, ben notre objectif, nous, ça va être de vous mettre sur votre plus beau jour ou de vous mettre sur votre 31. Puis ultimement, c'est de présenter l'angle qui est le plus apte à passer au programme. Puis c'est aussi de flaguer ou, tu sais, de reconnaître, hey, ça marche pas comme ça, tu sais. Ouais. Fait que faut qu'on le fasse d'une autre manière, tout ça. C'est sûr que, tu sais, nous, on a beaucoup d'expérience dans ce type de dossier-là, mais en même temps, c'est les projets de nos clients qu'on va faire passer. Fait que, tu sais, il y a une grosse collaboration de ce côté-là. Vince, première question que j'aurais pour toi. Attends un petit peu, je vais la retrouver. Ah oui, OK. Combien de temps ça prend de faire un projet du début du volet 1B jusqu'à la fin de l'implantation 1C? Ça, je dirais que je vais y répondre dans 2-3 slides parce que j'ai quand même à la ligne visuel. Du temps. Ouais, c'est ça, on a la ligne du temps. Je me dis pour plus tard, après la pause. Merveilleux. OK, intégration des logiciels pour la gestion d'infolettes, les pages de paiement. Est-ce que ça peut être accepté? Est-ce que ça peut rentrer dans les sorts? Ça, c'est typiquement un projet difficile ou en tout cas particulier à présenter. Ouais. Parce qu'on parle de commercialisation un peu. On parle de... On va générer des ventes, on va faire de la croissance. Mais là, on peut aussi parler de dire, ben j'ai quelqu'un à l'interne qui gère ça, que cette personne-là serait bien mieux dédiée à faire d'autres tâches plus créatives, plus intéressantes, avec plus de valeur ajoutée. Ça me rend moins productif, ça m'empêche de croître mon entreprise, puis donc d'avoir une structure qui peut gérer plus, donc d'être plus productif, d'être plus efficace. Donc, si tu arrives à le présenter de la bonne façon, oui, totalement. Après ça, justement, c'est un des projets qui n'est pas le tout simple d'intégrer un ERP. Tu as intégré un ERP, on le sait que c'est pas de la commercialisation. Après ça, justement, ce genre de projet-là, c'est là qu'il faut vraiment s'assurer de bien présenter ça. Des fois, ça peut être fait dans le sens, OK, je vais intégrer un ERP qui a un module d'infolettre. Tout à fait. Il y a plein de manières qu'on peut le ficeler, mais clairement que celui-là est un peu sur la ligne. Je vais rajouter un peu à ce que tu as dit. Peut-être c'est de la segmentation de contacts. Comment est-ce que je fais pour avoir une stratégie de données qui est plus efficiente? Fait que là, j'ai plus d'informations sur qui sont mes gens avec mon logiciel, évidemment, d'infolette, mais c'est pas ça qu'on met de l'avant. Que le mot infolette, je crois que j'essaierais quasiment de l'éviter. Ouais. Ça serait vraiment plus une stratégie de données ou de segmentation de mes contacts ou de mes clients en général. Exactement. On y revient un petit peu. OK. D'autres questions? Formation. Est-ce que la formation peut rentrer dans un des volets? Non, mais ça va être très facilement subventionnable avec d'autres subventions. Oui, effectivement. Comme service en fait, il y a des subventions qui subventionnent encore plus qu'à 50% C'est ça, pour de la formation. Évidemment, mettons, je pense à Service Québec ou Revenu Québec, là, qui est comme la plus simple pour les entreprises québécoises. 65% quand c'est un projet de transformation numérique. C'est ça. Puis là, après ça, ça va tout le temps être des ententes un peu cas par cas, dépendant de la région, dépendant du projet, puis à quel point on le présente bien, encore une fois. Mais c'est ça peut être pas mal plus que 50%. Donc, je dirais, maximisez votre budget sur Essor avec le volet transfo numérique, implantation, consultante externe. Puis après ça, la formation, il y a d'autres opportunités mieux que ça, j'ai l'impression. Là, tu sais, je vois beaucoup de questions, ça m'en crée à moi aussi, fait qu'il n'y a pas dans le chat, mais je vais t'en poser une pour te tester. Est-ce que je peux combiner d'autres subventions avec ma subvention d'essor? Fait que disons que j'ai un projet d'implanter un logiciel ERP ou un CRM, etc. Je vais chercher un 50% d'essor pour une partie. Est-ce que je peux aller chercher un montant pour ma formation, pour d'autres types de fonctions du projet? Donc, le volet Essor, justement, il y a le 1A, 1B, 1C. Là, on parle du 1B, 1C. Le volet 1B, il va subventionner individuellement 50%, mais on peut aller chercher une aide cumulative financière de 80%. Donc, on peut le combiner à d'autres programmes pour aller chercher 80% au lieu de 50% de subventionné. Après ça, le volet 1C, ça, ils l'ont changé. C'est maintenant 50% d'aide cumulative financière, peu importe. Total. Donc, moi, je dirais, gardez ça juste sur la consultation, subventionner ce montant-là, puis après ça, les autres montants de dépenses, allez les mettre ailleurs dans d'autres programmes de subvention qui peuvent subventionner ça à plus haut taux. OK, mais c'est quand même pas pire, là. Si je peux quand même subventionner ma phase de planif avancée à 80% au net, c'est sûr que ça demande un peu plus d'acrobatie, puisque là, j'ai d'autres programmes, tout ça. Encore là, nous, c'est ça qu'on va essayer de faire avec la plupart de nos clients, j'ose espérer. OK, super intéressant. Les gens sont rarement tristes, en général. Ouais, c'est ça. Finir par payer 20% d'une facture qui est souvent relativement salée, parce que c'est des gros projets. Ça se prend bien. OK, intéressant. OK, ben là, il y avait une question qui était similaire avec le programme Mon Succès Numérique. Est-ce que c'est toujours actif? Est-ce que j'ai la possibilité de le joindre avec le programme Essor? Fait qu'essentiellement, ça va varier avec le volet. C'est ça. Dans le 1B, ce serait possible? Exact. Ouais, dans le volet B, ça serait possible. Parfait. Continuons. On continue. Donc là, ça, c'est le volet C. C'est l'implantation. Donc là, on a suivi nos deux clients types, ou en tout cas nos entreprises qui ont fait des projets de transfo numérique. Ils ont fait leur planification. Hello Darwin, l'entreprise manufacturière, fait sa planification. Là, après ça, on est rendu à l'implantation de ces outils technologiques-là. Pour l'entreprise Hello Darwin, à quoi est-ce que ça ressemble, justement, le projet qu'on a livré avec le volet 1C?
Ben nous, essentiellement, c'est que là, on était rendu à vraiment implanter la solution. Fait que, tu sais, c'est du travail de créer des workflows, de connecter nos anciens logiciels, de faire une migration de données. Fait que, tu sais, pour moi, rendu là, c'est comme... Je veux pas dire que c'est facile, mais les décisions ont déjà été prises. Ouais. Fait que c'est comme vraiment, on va opérer cette chose-là. Évidemment, ben Hello Darwin, on a commencé avec une plateforme de fournisseurs de services où est-ce qu'on a 6000 fournisseurs dans tout ce qui est logiciel de gestion, tout ça. Fait qu'on n'a pas eu de difficulté à trouver les meilleures firmes pour nous accompagner là-dedans. On a sous-traité ce projet-là à 100%. Évidemment, il y avait des gens de l'équipe qui étaient impliqués là-dedans, mais au final, tu sais, c'est comme, voilà le document. Je vais t'assister, on va faire du back and forth, on va faire un plan pour onboarder les équipes à utiliser cette solution-là. Fait qu'on a eu quelques enjeux avec certaines personnes, mais en général, ça s'est super bien passé. Fait que essentiellement, pour moi, c'est la partie facile, entre guillemets. Ouais. C'est la partie coûteuse, vraiment. oui, mais c'est la partie facile parce que Il tu as faut pris que toutes ça les soit. décisions. Ouais, exactement. Il faut que ce soit la partie la plus facile, sinon ça veut dire que c'est déjà mal parti. Ouais, en effet, 100%. parce que quand on est dans le milieu d'une intégration, puis là, on est justement en milieu du processus, puis on se dit « Ah, est-ce qu'on veut ça? » Ouais. Puis là, il faut passer à travers les décisions, il faut repenser, il faut cartographier, il faut aussi, il faut ça ralentit tout. Puis après ça veut aussi dire qu'il y a sûrement d'autres choses qu'on n'a pas pensé. Donc, ouais, c'est un gros morceau, j'ai l'impression. Je vois qu'il nous reste à peu près 10 minutes, là. Je propose peut-être qu'on passe quelques slides ou qu'on aille sur les étapes d'application, tout ça. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oui. Si ça te va, Francisco, on va passer rapidement sur la tienne, je m'excuse. Oui, en fait, ça se ressemble pas mal, encore une fois, le projet de Lord Darwin. L'entreprise a décidé d'implanter un ERP. C'était la solution pas plus facile, mais ça éliminait énormément des variables. Et puis pour les clients qui voulaient avoir tous les bases de données d'intérêt, ça représentait le moins des risques en termes de ce qu'ils voulaient exécuter comme projet. Puis tout l'aspect production, mais là, c'est ça, il a pu identifier toutes les machineries qui avaient besoin pour augmenter les capacités, puis comment ça allait être connecté aussi avec les systèmes qu'il avait décidé d'implanter. Il y avait une compatibilité. Donc, grâce à toute l'analyse et tout ce qu'elle a pris, toutes les mesures pour mettre en place son projet de transformation numérique. Merveilleux. Puis là, justement, ce qu'on s'était dit, c'était au moins de prendre l'exemple d'Hello Darwin, puis un peu les chiffres qui étaient derrière ça, et de dire comment est-ce que ça peut être subventionné, quel montant, comment et pourquoi. Donc, l'étude de cas Hello Darwin, justement, ça l'a venu à peu près à un coût total de 100 000 du projet, de la planification, de les licences de la première année, de la mise en œuvre, de la formation. Là-dedans, justement, qu'est-ce qui va être subventionné par Essor dans un programme comme ça? Justement, ça va être le Essor 1B qui fait la planification. Les frais de licence vont être faits avec du capital privé. L'implantation, donc la mise en œuvre, va être faite avec le volet Essor 1B. Et là, justement, on en a déjà parlé, mais la formation pourrait facilement être faite, justement, avec Service Québec et même beaucoup d'autres programmes. Donc, moi, ça serait un peu la façon que je suggérerais si on était à le refaire aujourd'hui. On l'avait fait de d'autres façons dans le temps, là, mais ça serait la façon de répartir vos subventions pour ce projet-là. Et encore une fois, normalement, quand Essor ne le subventionne pas, il y a probablement d'autres opportunités ailleurs. Donc là, on peut combiner ça avec d'autres programmes, mais c'est la façon un peu de visualiser comment est-ce qu'Essor peut subventionner votre programme, votre projet à vous. J'ajouterais à ça que rendu là, la partie privée, il y a des prêts qui existent pour ça. Il y a tellement de manières. Là, je trouve qu'on est tellement chanceux, ultimement, là, en tant que Québécois, Canadien. Je pense qu'il faut juste être allumé là-dedans. Puis moi, on a fait les 5 premières années de la business sans faire aucune aide financière. C'est là qu'on était comme, OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand tu le fais, puis il y a beaucoup de services qui sont là. Ça semble énorme à débroussailler puis à passer au travers. Mais au final, quand je regarde, mettons, l'état des résultats, le ROI qu'on a fait avec cette transformation-là, je suis comme, aïe, voir qu'on n'a pas fait ça avant. C'est ça. Puis quand tu fais une planification qui te dit, hors de tout doute, ça va être quoi ton retour sur investissement, puis qui te dit que tu es capable de faire ton retour sur investissement, on va dire sur 2 ans, là, c'est facile de dire, je vais aller demander un prêt de 100 000, 200 000 à 0% d'intérêt. C'est ça, j'ai mes documents qui me disent, hey, ça va fonctionner, t'en fais pas. Donc, d'un, c'est plus facile d'obtenir le prêt et c'est plus facile de dormir la nuit en se disant qu'on a le bon plan puis ça va être bien s'enligner puis c'est pas une erreur de prendre cette dette-là. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité, la planification qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment gérer nos finances pour la suite des choses. Là, on revient un peu à la question de plus tôt par rapport aux étapes du programme Essor. Le temps que ça va prendre, ça va varier de plusieurs facteurs, notamment combien de temps est-ce que ça vous prend faire la première demande. Alors ça, combien de temps que ça prend de faire le plan numérique du 1B. Pour vous donner un peu le résumé des étapes, là, il faut commencer en effet par la demande du volet 1B. Qui après ça, quand elle est acceptée à vrai dire, non, c'est pas grave. Vous faites la demande du volet 1B. Dès que vous faites la demande, vous avez le droit de commencer les travaux. Vous avez le droit de commencer votre plan numérique. Et si vous êtes accepté, vous allez être subventionné. Cependant, si vous soumettez votre demande et commencez à travailler comme je viens de décrire, ben vous n'êtes pas encore confirmé que vous êtes accepté. Vous allez être accepté peut-être quelques semaines plus tard. Puis là, c'est tant mieux. Puis c'est à ce moment-là que vous pouvez demander le remboursement.
Donc, si vous avez un projet solide, vous savez que vous êtes éligible, puis vous êtes relativement pressé dans le temps ou vous voulez pas nécessairement attendre, je dirais soumettez la demande, on commence les travaux pour le plan numérique, et quand le plan numérique est fait, avec ça, on peut déjà appliquer au volet 1C. Après ça, justement, quand on applique au volet 1C, on peut soit attendre ou on peut directement commencer. Encore là, on risque de ne pas avoir l'approbation. Cependant, quand tu as déjà fait le volet 1B, le processus en termes de temps, là, pour récapituler ça, on commence le volet 1B, puis on va dire on commençait le plan numérique le jour 1. Ça peut prendre peut-être 2 mois, 3 mois. Tu sais, faire un plan numérique, ça va dépendre de la complexité. Ça peut même être plus, là, honnêtement. Donc, 2-3 mois faire ça. Là, quand on soumet le volet 1B pour le remboursement, déjà là, on peut commencer la demande 1C puis commencer cette implantation-là. Le remboursement du 1B va prendre typiquement 4 à 8 semaines, qu'on se fait dire. Après ça, on parle de remboursement de subventions avec le gouvernement. C'est tout le temps à prendre avec un grain de sel. Ça va aller avec le temps de l'année que vous êtes. C'est quoi justement les autres demandes qui ont été faites récemment? Typiquement, c'est 4 à 8 semaines. Mais justement, je pense que c'est tout le temps important pour un projet de transformation numérique d'avoir pensé à son cash flow, à son fonds de roulement, puis justement, peut-être voir les options de financement qui peuvent aider si besoin est par rapport à ça. Oui, 100%. Fait pour moi, c'est vraiment, avant d'engendrer des dépenses au 1B, suite à l'application de celui-ci, je pense que ça vaut la peine de le faire valider par un tiers. Quelqu'un qui connaît ça. Puis là, je suis obligé de faire un shameless plug. Je pense que nous, on va être capable de valider les chances. On peut quasiment donner un pourcentage d'acceptation en pré-évaluation à ton dossier. Puis c'est là, après ça, qu'on va vous donner un peu le choix de la décision. Est-ce que tu risques de le faire? Techniquement, je regarde ça, la slide qu'on avait avant, puis là, ça m'a fait penser à tout le ROI qu'on a fait, puis le avant, puis le après. Je suis comme, je l'aurais fait si j'avais à le sortir. Puis je pense que la plupart des vrais projets qui valent la peine d'être faits devraient être vus de cette manière-là aussi, je crois, pour n'importe quelle entreprise. Mais encore là, c'est sûr que c'est plus rassurant, satisfaisant si tu sais déjà que tu vas avoir une acceptation, ou du moins que tes chances sont élevées. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pour nos clients en pré-projet. C'est ça. Ces subventions-là, c'est des subventions pour des projets qui, de facto, un propriétaire d'entreprise devrait faire. Tu veux améliorer la productivité de ton entreprise, tu veux te numériser, tu veux t'ajuster au temps qu'on est rendu en ce moment. Donc, ces programmes-là vont vous aider à dérisquer ces projets-là, donc vous aider justement à réduire la facture en 2 et plus pour justement vous permettre de le faire le plus rapidement possible. Mais après ça, justement, quand tout le monde aura fait ces changements-là, les subventions ne seront plus disponibles pour ça, puis vous devrez vous mettre à jour sans subvention. Donc, c'est quelque chose que faut prendre le bateau quand il passe ou pas, mais sinon, il va falloir nager, parce qu'il va falloir passer à travers la rivière donné. Donc, je dirais, mettons-nous de l'avant directement. Puis pour répondre à la question de c'est quoi les étapes d'essor de, on va dire, début 1B à fin 1C, c'est tellement difficile parce que ça va dépendre combien de temps est-ce que ça prend faire l'implantation pour vous. Est-ce que vous êtes une entreprise de 3 millions de chiffre d'affaires ou de 50 millions de chiffre d'affaires avec 200 employés? Évidemment, c'est des complexités de projets différentes. Je dirais que la moyenne des projets de transfert numérique, ça va souvent être entre 6 et 12 mois au minimum. Puis ça, c'est vraiment pour le volet planification et implantation. Après ça, comme tu dis, nous, on est encore dans notre transformation numérique. On est 2-3 ans plus tard maintenant, puis on est encore en transformation numérique. Donc, je dirais que la transformation numérique de nos jours, c'est plus juste adapter ton entreprise. C'est une culture. C'est ça, c'est une culture, en effet. C'est juste rester compétitif puis s'adapter, puis ça veut dire que de nos jours, c'est les technologies qui est de s'adapter. Donc, on appelle ça du numérique. Parfait. Je veux poser des questions. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine slide? Je pense que ça va nous aider à y répondre. OK. Premièrement, on a 3 types de personnes qui sont ici aujourd'hui. On a des clients actifs qui sont avec nous, des clients pour lesquels on aide à trouver des subventions. Vous avez probablement reçu des courriels de notre très cher Hugo, gestionnaire de compte, qui est le premier encadré à gauche. Contactez-le s'il ne vous a pas déjà contacté. Normalement, on a contacté pas mal tout le monde à ce niveau-là. Essentiellement, nous, ce qu'on veut, c'est soumettre cette demande-là pour vous. Après, Hello Darwin peut autant être le fournisseur du volet 1B, qui est pas mal le point de départ, là, en gros, pour Essor. Nous, on peut être le fournisseur, mais si vous avez déjà un fournisseur, on va vous aider à travailler avec ce fournisseur-là puis à faire passer votre dossier quand même. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est si vous avez déjà parlé à quelqu'un chez nous, vous êtes en processus, mais vous n'êtes pas encore client, là, à ce moment-là, je vous dirais, recontactez la personne avec qui vous avez déjà eu un contact. Cette personne-là, évidemment, tout le monde chez nous est briefé. On est 3 aujourd'hui, on aurait pu être les 42 ici sans problème. Je pense que ça, ce serait la première étape. Évidemment, après le webinaire, on va vous envoyer des courriels, on va vous rappeler c'est qui ces gens-là. Vous pouvez être pris en charge aussi. On a une bonne segmentation de contacts. Fait qu'on va être capable de vous retracer puis de vous réaligner avec les bonnes personnes. Puis la troisième, c'est si on n'a pas vraiment débuté de processus avec Hello Darwin, ou vous en avez fait parce que vous étiez en appel d'offres sur la plateforme, ou etc. On a, je pense, une dizaine de milliers d'entreprises dans notre base de données en ce moment.
Fait que si vous n'êtes pas encore client chez nous, on va vous renvoyer un lien pour prendre rendez-vous avec quelqu'un qui va vraiment non seulement évaluer votre dossier SR transformation numérique, mais aussi les subventions autres potentielles. Parce que normalement, les gens qui sont dans le milieu ont déjà eu le plan sur les autres subventions. La personne à gauche qui est déjà client, évidemment, a déjà ce service-là. Les gens à droite, oui, ça va être le fun de regarder SR particulièrement, puis peut-être que ce sera juste ça, mais on va aussi faire un scan des autres subventions pour la suite. Je te pose quelques questions, Vincent, en rafale. Je suis prêt. Est-ce que parle-moi de l'intelligence artificielle. Oui, donc qu'est-ce que ça faire rentre dans SR? Mettons, ouais. Encore là, je ramènerais ça à c'est quoi l'objectif du programme? C'est l'implantation d'un outil qui améliore la productivité. Donc, est-ce que j'implante un outil qui améliore ma productivité? Si c'est de l'AI, ça peut l'être. Après ça, est-ce que c'est juste de connecter la fonction AI de HubSpot? Non, ça fonctionnerait pas. Un des exemples que j'avais donné, moi, c'était, je l'avais parlé à SR, c'était justement une entreprise qui voulait faire du service à la clientèle en ligne, qui veut mettre ça avec un outil clavardage AI et qui intègre cet outil-là. Ça pourrait facilement rentrer là-dedans parce que ça augmente la productivité, puis ça réduit des tâches manuelles avec peu de valeur ajoutée. Parfait, génial. J'ai deux types de questions. Fait que, mettons, je fais en bas de 2,5 millions. Y a-t-il d'autres subventions que je peux aller chercher? La réponse est oui. Ce sera peut-être juste pas celle-là. C'est ça. Right? Fait qu'à ce moment-là, dépendamment de quelle case est-ce que vous positionnez sur la diapositive qu'il y a là en ce moment, je vous dirais, contactez la bonne personne chez nous qui va pouvoir regarder ça avec vous. Autre question en rafale. Même chose, mettons, j'ai quelqu'un, Paul Valéry, qui est une OBNL à volet économie sociale. Quel type de projet est-ce que ce serait possible de proposer? Si justement, vous ne savez pas exactement quel projet, des fois, on a une intuition qu'il y a quelque chose à faire, mais on ne sait pas exactement comment la formuler. Moi, je dirais qu'on est très fort là-dedans, à vous proposer des idées, tout ça. Fait que je vous dirais, contactez la dernière personne avec qui vous avez parlé ou bien attendez le courriel qui va venir après le webinaire pour la suite des choses. Si j'ai effectué une première partie du diagnostic numérique subventionné par Pécan pour un montant de 15 000 plus taxes, j'aimerais aller plus loin dans le diagnostic, obtenir un plan d'action plus concret avec des suggestions de logiciels, ce qui me coûterait par exemple 22 500. Est-ce que je pourrais déposer le projet total de 40 000 pour le volet A du SR afin de recevoir un remboursement de 20 000 ou je pourrais déposer la deuxième partie du diagnostic, dans quel cas la subvention serait seulement de 11 225. Oui, c'est tout un calcul que la personne a fait, qui a fait ses devoirs. Il y a de quoi là, c'est plus du cas par cas, donc je voudrais pas répondre oui ou non là maintenant. Il y a quelque chose à faire. Faudrait qu'on en parle avec l'équipe juste pour être certain. C'est quoi le timing de vos demandes et tout ça, donc ça va jouer. C'est ça que j'allais dire. Je pense que le timing va beaucoup influencer un peu la réponse de ça. Fait que oui, il y a définitivement quelque chose qu'on peut regarder avec ça. On est actuellement dans l'implantation d'un CRM. Je suppose qu'il est trop tard pour demander la subvention? Pour l'implantation de ce CRM-là, oui, en effet. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres phases à votre transformation numérique? Probablement. Exact. Pour les dépenses qui ont déjà été effectuées pour la transformation numérique depuis mars 2020, il y a aussi des crédits d'impôt qui sont disponibles pour aller chercher rétroactivement des dépenses là-dessus. Donc, si vous êtes en cours d'intégration d'un projet puis que vous êtes comme « Ah non, je suis passé tout droit », ben justement, il y a des crédits d'impôt qui vont pouvoir revenir en arrière là-dessus. Donc, je dirais, là, encore là, ce serait peut-être plus de parler à l'équipe, voir la situation exacte, qu'est-ce qui s'applique, tout ça. Parce que dans les 1700 subventions et plus, il y en a pour toutes les situations. SR a vraiment le cas spécifique d'implantation d'outils technologiques. Ouais, je pense qu'on devrait quasiment faire un webinaire sur le rétroactif, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire pour des dépenses passives? Parce que ça revient, puis évidemment, ça a beaucoup de sens. La nostalgie, là. OK. Considérant qu'on doit closer le volet 1B avant de faire le 1C, est-ce que c'est possible de déposer en parallèle avec les dates de début subséquentes? Est-ce que je peux déposer les deux en même temps ou à peu près? Non, faut vraiment, parce que dans le fond, pour être accepté au volet 1C ou même pour soumettre votre demande au volet 1C, il faut avoir le plan finalisé du volet 1B. Donc après ça, justement, si vous êtes dans la situation que vous avez peut-être déjà un Pécan, vous avez peut-être déjà quelque chose, ça va peut-être aller plus rapidement que les timelines que j'ai donnés, puis ça va permettre d'appliquer rapidement au volet B, puis on peut le faire justement sans avoir reçu le remboursement ou quoi que ce soit. Donc ça peut quand même se faire rapidement, mais ça peut pas se faire simultanément, ce qui fait donc aussi en sorte que il va y avoir une espèce de course contre la montre avec ça, tu sais, dans les gens justement qui essaient de faire la demande de subvention, surtout parce que là, on veut pas s'en laisser au délai de traitement de savoir si oui ou non on va se rendre à 1C à temps. Donc le mieux, c'est de commencer le 1B le plus rapidement possible, finaliser le plan le plus rapidement possible et après ça, directement se mettre sur le 1C, je dirais même avant l'automne, parce que sinon, ça commence vraiment avec les délais de traitement puis les back and forth d'entreprise, ça commence à être plus difficile pour la disponibilité des fonds.
C'est pas mal tout le temps qu'on avait. Je vous invite, tu sais, on commence à être assez surchargé, là, disons, depuis mardi dernier, ou je sais pas exactement quand est-ce que c'est sorti. Il y avait beaucoup de monde présent aujourd'hui. J'ai hâte de voir, tu sais, le nombre de bookings qu'on va avoir reçus suite au webinaire. Tu sais, je reviens un peu sur le départ, il faut être proactif dans cette subvention-là. Elle va partir avec ou sans vous. Fait que je pense que c'est super important d'aller de l'avant puis de au moins commencer des démarches, tu sais. Trop souvent, je pense qu'on a eu des déceptions avec des programmes qui fermaient trop tôt, tout ça. Là, on a la chance, l'opportunité d'être là pendant la veille des vacances de la construction. Ou est-ce que c'est comme... Je pense pas qu'on... faut vraiment comprendre là, cette opportunité-là. Nous, on n'a pas de vacances de la construction là, chez Hello Darwin, puis je pense que c'est une excellente nouvelle, je pense que pour nos clients qu'on soit dans cette situation-là. Fait que tu sais, je vous dirais, contactez-nous ou... Attendez la fin de la journée pour recevoir votre lien parce que ça va venir assez vite de notre côté. Nous, c'est sûr qu'on va être très proactifs là-dessus. Merci beaucoup pour la participation, le chat. Là, j'en ai d'autres, là, mais c'est toutes des choses, je crois, qu'on a déjà répondu. Fait que qui dois-je contacter pour une consultation? Je vous inviterai à vous référer peut-être à la slide qui est là, si c'est possible de la remettre. Je pense que ça va indiquer un peu aux gens quoi faire dans quel scénario. Y a-t-il autre chose à ajouter? Je dirais que justement, ceux qui se demandent c'est quoi la prochaine étape, on va envoyer le courriel qui récapitule les étapes pour chacune des situations des gens qu'on sait qui sont là aujourd'hui avec notre grande et fameuse segmentation. Donc, je dirais que attendez ce courriel-là ou contactez-nous directement avec la personne que vous êtes déjà en contact chez Hello Darwin, puis on pourra mettre ça de l'avant le plus rapidement possible. Merci tout le monde.